Oh nom de Dieu. Oh putain. On va jamais y arriver. Donc, Donc, clap, non, fais-le comme ça. comme ça, Ouais. en mode Baby Shark, Non, pas- non. Non, pas comme Baby Shark. T'es insupportable. Oh, je vais avoir dans la tête toute la journée. Bon, et ben du coup, avec tout ça, on est reparti. Coucou, c'est Mika. Hello, c'est Louise. Et on est reparti pour une troisième, déjà notre troisième vidéo. Déjà ouais, déjà, ça fait 2 mois qu'on a fait la dernière. Ouais, on n'est pas rapide sur les vidéos. On n'est pas rapide, on prend notre temps. C'est chiant de trouver des horaires décents pour arriver à se retrouver. Et puis pour remonter sur Paris, ça coûte cher. Je sais bien. Donc voilà, on sera financé par la SNCF pour la prochaine. Mais on est de retour, et c'est ça qui est important. Et on est de retour avec 10 super anecdotes sur les jeux de société. Plein d'anecdotes que vous ne connaissez pas, peut-être. On espère, peut-être. Ouais. Non, en tout cas, c'est des anecdotes où on s'est dit, ah tiens, ce serait rigolo de parler de ça avec les gens parce que on est tous les deux un peu dans le monde du jeu et c'est des trucs sur lesquels on n'était pas forcément. Ce sont des anecdotes, c'est rigolo. ce sont des anecdotes intéressantes et oui, soyons honnêtes, je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 que vous devrez connaître, mais écoutez, vous nous direz lesquels vous connaissez et ce qu'on vous a appris en commentaire. La 7e va vous étonner. Exactement. Et petite précision tout de même, puisque nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des chercheurs, nous ne sommes pas des universitaires, nous sommes juste des amateurs, des passionnés de jeux. Du coup, on a accès aux mêmes ressources que tout un chacun, que vous, que moi, que toi, forcément. On a essayé de faire ça de façon un peu rigoureuse, avec des sources fiables, de recouper un peu les sources quand on pouvait. Il n'est pas impossible que on dise des bêtises des fois, ou des approximations, ou ce genre de choses. Si c'est le cas, toutes nos excuses. N'hésitez pas, encore une fois, à nous le faire remarquer en commentaire, mais bien entendu, dans la bienveillance et dans le respect total. Ne nous faites pas pleurer, s'il vous plaît. Pas encore. Il est très sensible. Très, c'est terrible. Je chiale à chaque fois. C'est quand la dernière fois que je sais plus. On s'en fout. Oui, on s'en fout, mais c'est pas grave. Les gens ont le droit de savoir. Vas-y, qu'est-ce qui commence? C'est toi? Première anecdote. Première J'y vais. anecdote. Allez, go. Sûrement une anecdote dont vous avez potentiellement déjà entendu parler. On va parler du Monopoly. Mais non, le Monopoly, qu'est-ce que c'est? Donc le jeu que tout le monde connaît, qui a initié un peu le jeu de société dans notre monde. L'ancêtre, ouais, l'ancêtre un peu du jeu de société moderne. Exactement. Considéré comme tel, en tout cas. C'est ça. Et ben il se trouve que le Monopoly, si on remonte aux origines, c'est un jeu qui, à la base, avait plus ou moins été créé par une femme, ce qui est déjà très très rare dans le monde du jeu. Hein. À la boutique, on a fait récemment une mise en avant des jeux créés par les femmes. Bon, il y en avait à peu près une dizaine, hein, par des femmes, uniquement par des femmes en tant qu'auteurs. Donc bref, cette dame qui s'appelle Elizabeth Maggie, qui a créé un semblant du Monopoly en 1902, ça s'appelait The Landlord's Game, c'est ça? Landlord's Game. Le jeu du propriétaire, littéralement. C'est ça. Traduit littéralement. Et en fait, son but dans ce jeu était de mettre en avant les dangers du capitalisme. Rigolo, quand on connaît la suite. Ironique. Tout à fait. Et Davina. Je sais pas. Oui, je sais. C'est un truc générationnel, t'inquiète, il y en aura qui l'auront. Et quelques temps après, il y a un mec qui s'appelle Charles Dawson qui a créé le Monopoly, comme il s'appelle aujourd'hui, et il se trouve que c'était très proche du jeu qu'avait créé Elizabeth Maggie. Et donc les éditeurs, en voyant ça, qui sont les frères Parker, c'est ça? Ouais. Les frères Parker se sont dit, bah, on veut pas d'emmerde, et donc du coup, ils ont acheté la licence du jeu à Elizabeth Maggie pour un total de, alors à revérifier, mais je crois que c'est $500. À vérifier, mais ça doit être $500. Et puis on mettra un astérix. Voilà. Mais voilà, en 1930. Donc en fait, il a fallu attendre jusqu'à 2007 pour que l'histoire soit révélée et qu'on sache qu'en fait le jeu venait de Elizabeth Maggie, donc une femme, qui est quand même un peu intéressant dans le monde du jeu, d'autant plus que c'est rigolo de voir aujourd'hui le Monopoly qui est une source de revenus capitaliste monumentale. On a des Monopoly Pokémon, des Monopoly Sims, des Monopoly de toutes les licences possibles, je crois. Et puis au-delà de ça, justement, le but c'était de prévenir des dangers du capitalisme, et eux ils se sont dit, ah bah tiens, regardez, c'est cool, si tu achètes tout, tu écrases tes adversaires et c'est trop bien. Ouais, le capitalisme, c'est bien. Mais... on coupera ça aussi. Non, on va le laisser. C'est quoi ça, je vais l'enregistrer, je vais le mettre en boucle. Ouais. mais non, effectivement, ouais, il a quand même fallu attendre 75 ans, hein, pour que l'histoire refasse surface. Et c'est vrai que, bon, si on l'a mis en premier, c'est, déjà parce que Monopoly, c'est un ancien jeu et parce que c'est probablement l'anecdote que vous connaissez tous le plus. Je sais que c'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai vu ça dans un film il y a pas longtemps, où ils utilisaient ça pour parler des 3 religions monothéistes principales. T'avais donc le Laser Game, le Monopoly qui est donc le dérivé d'eux, et je sais plus s'ils avaient utilisé le Monopoly Fortnite ou je sais pas quoi. Donc voilà, un film qui s'appelle Hérétique, et j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est inattendu, mais c'est marrant. Ok. Et d'ailleurs, anecdote supplémentaire comme ça, hop là, on la met dedans. Je sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Fairy Ring, qui est sorti en 2024. On mettra une petite photo. Tu mettras une petite photo? Je mets toujours. Il est fort, Mika. Fairy Ring est un jeu qui a été donc édité par Forge Next,
et à la demande d'Hasbro, qui ont voulu faire un Monopoly moderne. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, on s'en rend un peu compte quand on joue au jeu. En fait, le ferrying, ça consiste à se déplacer sur ces terrains, sur les terrains des autres, et ça va te rapporter de l'argent en fonction de ce que tu as chez toi, mais là où tu vas tomber chez les autres, etc. Donc il y a un peu ce côté Monopoly, et en effet, c'est un Monopoly moderne. C'est ça, Donc, c'est rigolo. une version 2.0. C'est ça. Ouais, bah c'est pas mal. Mais du coup, ouais, on va rester dans les anciens jeux avec un peu l'autre pape du jeu de société, de l'autre ancêtre du jeu de société moderne, qui est le Risk. Risk qui a été créé pour le coup par un certain Albert Lamoris. Là, il a eu les droits, il n'y a pas de souci. Et Albert Lamoris qui est un des premiers auteurs à avoir été récompensé à Cannes. Et là, tu vas me dire, mais Mika, on s'en fout. Tout le monde est récompensé à Cannes. Mais Mika, non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire voilà. ça. Sauf que lui, la différence des autres auteurs, c'est qu'il a été récompensé à l'autre festival de Cannes, le festival du film de Cannes, puisque bah, déjà le festival des jeux de Cannes n'existait pas à l'époque, hein, on parle des années 50, et il se trouve que ce monsieur, qui est donc un très grand créatif, avait créé un court-métrage qui s'appelle Le Ballon Rouge, qu'il avait donc scénarisé et réalisé. Et il a reçu la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes en 1956. Il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original la même année. Donc quand même, le mec pèse dans le game. Et malgré tout, si on a retenu son nom, c'est surtout pour ce qu'il a créé l'année suivante en 1957, donc un jeu qui s'appelait À la conquête du monde, et qui a été rebaptisé Risk. Donc voilà, comme quoi il y a d'autres festivals que le Festival du jeu à Cannes. Incroyable, je ne le savais pas moi-même. Mais voilà, oui. Bon, ok, personne ne me croira. Mais non, voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, il a été primé à Cannes. C'est le premier auteur finalement de jeu de société primé à Cannes. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Bah, on peut continuer sur les vieux machins. Les grands classiques. Ah oui, les grands classiques, c'est mieux de dire. C'est mieux que le vieux machin. Hein. Avec le Cluedo, qui fait aussi partie des jeux auxquels tout le monde a déjà joué une fois dans sa vie quand il était petit. Aujourd'hui, est-ce qu'on jouera un Cluedo? Pas sûr. Ah, si. Non. Bah, il y a le Cluedo Harry Potter en plus qui est ressorti, qui a ressorti des trucs. Non, tu joues à tu joues à un Mysterium. Ok, Mysterium, je veux bien. Plein de gens au Café des Jeux, il y a plein de gens qui jouent au Cluedo. Mais les gens ont des mauvais goûts, ils ont le droit. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça, par contre, on va le couper. Mais non, ça fait partie des grands classiques. Ça fait partie des grands classiques. Oui, ça fait partie des grands classiques. Mais moi qui ai grandi dans les années 90, effectivement, il y avait 3 jeux que principalement on sortait, c'était le Monopoly, le Cluedo et le Risk. Et à chaque fois, ça se terminait mal, quel que soit le jeu, mais bon, principe des enfants, de toute façon. Et il se trouve que le Cluedo, il a été créé par un couple qui s'appelle les Rosalie, Anthony... Non, c'est pas ça, les Pratt. Un couple qui s'appelle les Pratt, un couple d'anglais. Exactement, Anthony et Elva Rosalie, qui ont créé le Cluedo, ils ont fait un petit jeu, et puis il se trouve que c'était un couple d'anglais, ils se trouvaient à Birmingham dans les années 40, et comme on le sait, dans les années 40... c'était pas la joie. On a vu mieux comme époque. Et en fait, le Cluedo, ils ont testé leur première partie de Cluedo quand ils étaient planqués pendant les bombardements avec leurs amis. Et ça a fait les premières parties. Et peut-être qu'ils ont, je sais pas, modifié le jeu, amélioré le jeu par rapport à... Oui, bah, j'imagine qu'il y a eu quelques améliorations. Ouais, mais voilà, mais c'est une façon comme une autre de se distraire. Écoute, t'as pas grand chose à faire, ça bombarde de partout. Belle anecdote, et d'ailleurs moi je vais rester sur le Cluedo, puisque le Cluedo a été également alors pas exactement le premier, mais le premier grand jeu de société adapté au cinéma, puisque oui, maintenant de nos jours on le sait, le cinéma inspire beaucoup les jeux de société. Il y a le nombre de licences qui est adapté, c'est dans des Anneaux, Marvel, DC, on en parlera peut-être Disney, dans une petite vidéo, on en parlera peut-être dans une petite vidéo. Bah voilà, ça c'est un petit truc sur les ponts entre le 7e art et les jeux de société. Voilà, bon, c'est mes 2 passions, donc si vous trouvez ça intéressant, je pense qu'il y a de quoi en faire une petite vidéo, un peu courte, un petit format un peu court pour changer. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà, le premier jeu de société adapté au cinéma, c'était le Cluedo. C'était en 1985 par un réalisateur qui s'appelle Jonathan Lynn, qui a pas fait grand-chose derrière. Bon, il a fait une dizaine de films, mais pas des très connus. Son plus connu, c'est Mon voisin le tueur, avec Matthew Perry et Bruce Willis, mais voilà, pas un énorme carton. Le film d'ailleurs a pas été un énorme succès commercial, mais il avait une petite particularité quand même que je trouve assez sympa, c'est que ils avaient fait 3 fins différentes. Okay. Et du coup, ils avaient envoyé à différents cinémas différentes versions du film avec 3 fins différentes. Il y a un côté très gamifié là-dedans. Il y a un côté très gamifié, et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Ouais, l'idée est bonne, parce que de toute façon, enfin, on sait, en Cluedo, le tueur, c'est toujours quelqu'un de différent. Et là, ça permettait de retrouver un peu ces sensations. Et t'avais probablement plusieurs spectateurs qui ont été le voir dans des cinémas différents, qui, quand ils en parlaient, c'était un peu... ça doit faire des discussions un peu intéressantes. Et alors, ouais, je me doutais que c'était le colonel Moutard, mais c'était pas du tout le colonel Moutard, c'était le professeur Olive. C'était très drôle, mais bon, après,
Je sais pas si je vous conseille de le voir parce que il s'est fait un peu descendre par les critiques. Globalement, les critiques de l'époque disaient ça démarre bien, l'idée est pas mauvaise, mais C'est surtout bon, ça quoi. qui est intéressant, c'est l'aspect d'avoir fait 3 fins, je trouve Ouais, ça extrêmement ouais, sympa. mais Ça me fait penser, tu vois le jeu Heredity? oui, Ils vont sortir là chez BlackRock un petit standalone qui s'appelle Les Mioches. Et le principe, c'est de prendre un début différent à la campagne de Heredity, parce que là-bas c'est ok, une campagne, une fois que ouais, tu l'as terminée, en théorie tu la recommences pas. Et ce petit standalone, ça te dit, bon bah imaginez là, vous vous souvenez du début, et ben on va faire un peu différemment. Et au ok. final, on va partir sur un autre truc. Bah là pour le C'est coup, intéressant, je trouve. pour rebondir sur ce que je dis, j'avais trouvé ça très drôle parce qu'il y a un critique américain très connu qui s'appelle Gene Siskel, je sais pas si le nom parlera, mais qui avait fait une critique en disant que globalement le film avait 3 fins et c'était très bien, mais ça aurait peut-être été mieux qu'ils aient aussi un début et un milieu parce que là, voilà, c'était Aïe, aïe, aïe. un peu mou. Mais oui, peut-être avant. Film avec Tim Curry d'ailleurs, qui est un très très bon acteur, excellent acteur, qui a traumatisé toute une génération de gamins dans les années 90. C'était lui qui jouait le clown dans la première adaptation de ça. Non. Toi-même, tu sais. Ouais, oui. Traumatisant. Tout à fait. Et du coup, c'était tout pour le Cluedo. A priori, on va Ouais. partir sur des trucs un peu plus modernes. Moi, c'était le manifeste des sous-bocs, c'est Oui, ça tout à fait. dont on avait envie de parler. Et bah, c'est un manifeste qui a été signé en 1988. C'est ça qui a été signé, on Mm. peut dire ça pour un manifeste, par des auteurs allemands hein, principalement, parce que en fait, le jeu de société est très très présent en Allemagne, en France Mm. et aux Aux États-Unis, quoi. Oui, C'est à enfin, peu près les 3 grosses. alors ça se développe quand même. On peut citer l'Italie, le Japon. Le Ouais, Japon, de avec plus ceux en qui ont plus. créé Trio, Time Bomb, enfin voilà. De plus en plus. Mais oui, donc la place forte du jeu de société, en premier lieu, c'était l'Allemagne. Donc bref, en 1988, ils ont signé un manifeste pour essayer de faire en sorte que, en tant qu'auteur, ils aient le droit, et d'ailleurs ce soit une obligation, de mettre le nom de l'auteur sur la boîte. Et ils sont même arrivés jusqu'à faire une grève dans les années 90 avant qu'on arrive à ce système actuel aujourd'hui où on doit mettre le nom d'un auteur de jeu de société sur la boîte. Je sais même pas si c'est une obligation. Je sais que par exemple au Festival de Cannes, c'est une obligation pour être dans les Oui, nommés dans les As nommés. d'or. Mais je crois qu'effectivement, il y a certaines, notamment les grands groupes comme Ravensburger ou Hasbro, qui ne nomment pas forcément leurs auteurs. Et ce qui était à l'époque tout à fait normal, mais maintenant, c'est vrai que c'est devenu une convention de nommer des jeux. Je veux dire, j'irais pas jusqu'à dire que les créateurs de jeux sont devenus des vrais rockstars. Mais je veux dire, maintenant, tu vois un jeu avec signé par Bruno Catala, ça pèse dans le game. Tu vois un jeu C'est clair. créé par Anton Boza, par la team Kaedama, enfin On en parlait ça, déjà dans les dernières vidéos, c'est clair. mais c'est ce qui permet de reconnaître un peu le jeu de société en tant que art, parce que tu t'imagines pas acheter un bouquin qui n'est pas signé par son auteur, tu t'imagines C'est pas aller vrai. au cinéma sans qu'il y ait le nom du réalisateur, des techniciens, etc. Tu vas dessus. aimer des pattes. Il y a des pattes que tu vas Oui, apprécier. Tu vas dire, moi, j'adore les jeux de machin. les Parce que... farfales, particulièrement, moi j'aime beaucoup. de farfalle. Les farfales, Les farfales. oui, des pâtes farfales. Pète. Oui, j'aime beaucoup celle-là. Mais oui, effectivement, il y a des auteurs qui ont un certain style particulier. Moi, je pense à Matt Leacock, par exemple, c'est celui qui a créé notamment les Pandémiques et toute la série des Interdits. Et tu vois un jeu avec son nom dessus, tu dis, ok, je vois à peu près ce que c'est. Jeu coopératif qui va avoir une difficulté graduelle. Enfin voilà, il y a des mécaniques qu'il aime bien. Tu vois, genre les chaînes Philips, par exemple. Un chaîne Philips, ça Oui. se reconnaît à 1000 km. Oui. Alors Tant là, il y dans a les aussi, mécaniques que dans les... alors là, il y a aussi la patte graphique. Et là, Il y a ça une patte apporte graphique. aussi la question Ouais, du je suis nom d'accord. de l'illustrateur. Alors l'illustrateur, je sais pas à partir de quand leur nom a commencé à être dessus, mais pareil, Ouais, quand même important à nommer. genre par exemple Harmonise, il n'y a pas le nom de l'illustrateur dessus. C'est dingue parce que le jeu Harmonise quand Oui, même vit pourtant. beaucoup par son Mais illustration. Hein. c'est surtout surprenant parce que Libellud, qui est quand même connu pour justement des jeux graphiquement, Ouais, magnifique. voilà, mais on en reparlera peut-être par la suite. Et elle a Mais, reçu des prix, hein, l'illustratrice d'ailleurs. oui, ça me surprend pour pas. Harmonise. Bah ouais, Et son nom est grave. sur la boîte. Et son nom n'est pas sur la boîte. C'est C'est incompréhensible. étonnant. Bah oui, Ouais. je trouve aussi. Mais en tout cas, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur quelles sont les places fortes du jeu dans le monde. Et effectivement, c'est vrai que de nos jours, on pourrait se dire qu'il y en a trois. Donc l'Allemagne, qui est quand même le pays un peu historique où tout est sorti, la France, qui est probablement la deuxième plus grosse production de jeux de société, dans le top 3 en tout cas, et effectivement bon, les États-Unis avec leur force de frappe, leurs milliards de dollars et compagnie. Et du coup, le festival du jeu le plus connu en Allemagne, c'est le festival d'Essen, bien entendu, avec le Spiel des Jahres, etc. Le festival en France, c'est le festival de Cannes, l'Asdor et compagnie. Et aux États-Unis aussi, ils ont plusieurs festivals de jeux. Comment ça s'appelle déjà? Les États-Unis? Ouais, non, les États-Unis, je vois. Les festivals, un des prix connus aux États-Unis qu'on accorde aux jeux. Qui est, par exemple, The Same Game, il a reçu ce prix-là. Là, je l'ai pas. Mince. Je retrouverai. Mais je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête non plus. Mais en tout cas, un des festivals les plus connus, c'est ce qu'on appelle la Gen Con, qui est vraiment C'est ça dont je parle. Mais du coup, c'est le prix de la Gen Con, quoi. Oui, voilà, c'est ça.
Très bien. C'est que je cherchais. On a énormément travaillé notre sujet avant de faire la vidéo. Et donc Gen Con, qui est donc le festival le plus peut-être le plus connu aux États-Unis, qui attire chaque année des milliers d'amateurs et qui a connu des origines extrêmement modestes, qui a été créé par un seul homme qui s'appelle Gary Gygax, dont le nom va peut-être vous parler puisque c'est l'un des créateurs de Donjons et Dragons. En tout cas, c'est celui dont le nom est associé le plus à Donjons et Dragons, et qui avait décidé, lui, était un gros fan de ce qu'on appelle, pardon. Et c'était un gros fan de ce qu'on appelle les wargames, c'est-à-dire les jeux avec des petites figurines où on recrée des guerres qui sont très très populaires aux États-Unis. Et il a essayé de faire une sorte de mini-convention avec au début juste ses amis, sa famille, etc. Chez lui, dans un lieu qui s'appelle Lake Geneva, dans l'Illinois. Et du coup, il a appelé ça avec un certain humour la convention de Genève, la Geneva Convention. Et Geneva Convention qui a donné Gen Con, du coup. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et je trouve ça assez ironique de faire une convention sur les wargames, donc les jeux de guerre, et d'appeler ça la convention de Genève. Mais il avait un certain humour, j'imagine. Donc voilà, la Gen Con qui a donc The Same Game a reçu le prix. À revérifier encore une fois. Je sais qu'il a reçu un prix aux États-Unis qui est très. Ouais, mais je sais plus si c'est lui. Mais après, il y a plusieurs prix aussi qui sont attribués de manière non officielle. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube notamment qui donne des recommandations qui s'appelle Dice Tower, et ils ont des petits sauts. Ah, c'est Dice ça, Tower. c'est ça, Dice Tower. c'est ça. Dice Merci. Tower. Pas de souci. Voilà. C'est c'est les essentiels de Dice Tower qui sont pas vraiment une récompense, mais qui disent voilà, on a vu le jeu, on a aimé le jeu, et Tom Muzzle, si tu nous regardes, hello. Ce sera le seul mot que tu comprendras dans la vidéo. Probablement. Je sais pas s'il est bilingue. Mais à toi du coup. Prochaine anecdote. Moi, je l'aime bien celle-là. Vous savez que le jeu Carcassonne, qui marche énormément toujours aujourd'hui, tout le monde joue encore à Carcassonne, c'est un jeu formidable. C'est un nouveau classique. C'est un nouveau classique. Je pense qu'on peut le rentrer dans la catégorie des nouveaux classiques. Et bah Carcassonne, c'est le jeu qui a initié la petite figurine qu'on appelle un meeple. Donc un meeple, c'est quoi? C'est une petite forme d'humain qu'on va pouvoir utiliser dans les jeux pour incarner son personnage. Meeple, d'ailleurs, le terme vient de My People, meeple. Et il se trouve que je trouve intéressant de savoir que la forme du meeple est protégée. En fait, tu ne peux pas utiliser le meeple comme tu veux dans tes jeux. Si tu utilises le meeple, tu vas devoir signer un contrat de licence d'exploitation à hauteur de 500 € avec le groupe, tu peux le prononcer? Hunting Look. Voilà, merci. Avec ce groupe-là, pour pouvoir utiliser ton meeple. Donc tu payes 500 € pour tes 5000 premières boîtes, et ensuite tu es obligé de payer 10 centimes pour les boîtes de plus. Donc utiliser un meeple qui certes va parler aux gens, et du coup les gens vont dire « Ah tiens, ça va être comme dans le Carcassonne, etc. » Bah en fait, c'est payant. Quand je parle de meeple, du coup on parle de la forme, c'est la forme qui est protégée. C'est ce que je veux dire, c'est que la forme est très très particulière, c'est très très reconnu. Enfin, et après, d'ailleurs, c'est devenu même, je sais plus, la chaîne, la fabrique du meeple, oui, voilà, Meeple Story. Enfin, c'est devenu presque un comment on appelle ça, le scotch? Un accessoire de jeu. Comment on appelle ça, le scotch? Non. Attends, ça allait trop vite dans ma tête. Ouais, je te laisse y revenir. C'est devenu un accessoire de jeu comme un autre, comme le dé, la carte et le meeple. Et par contre, la question que moi je me posais, c'est du coup ils ont une forme très particulière et très spécifique, mais qu'est-ce qui se passe sur les dérivés du meeple, comme par exemple dans le Château Blanc, qui est un jeu qu'on apprécie beaucoup, où il y a des meeples, mais des meeples samouraïs avec des petites armures et des petites épées, des meeples jardiniers avec leurs petits chapeaux. Est-ce que eux aussi sont considérés comme spécifiquement ce type de meeple, ou est-ce que c'est le meeple à la Carcassonne qu'on voit bien, donc le petit perso comme ça là? Écoute, je sais pas tout à fait, parce que je dirais non. Tout simplement parce que après c'est très dur de faire la distinction entre qu'est-ce qui est meeple et qu'est-ce qui ne l'est pas si tu commences à mettre des modifications dedans. Pour moi, le meeple, ça devrait, et puis d'autant plus le prix du Carcassonne. Oui. Waouh, je dis n'importe quoi. Le prix du Château Blanc. Le prix du Château Blanc me fait dire que ils n'ont pas exploité la licence. Et puis genre tu vois, c'est les petits courtisans là qui vont dans le château. Ils n'ont pas tout à fait la forme d'un meeple. Non, pas tout à fait. Ils sont un peu plus ronds et tout. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que The Meeple, the Little Bonhomme. The Little Bonhomme. Comme tu dis, comme tu le présentais si brillamment. Le scotch? Non, alors je suis allée un peu vite. Tu vois, ces marques qui deviennent des objets. Oui, tout à fait. Le ruban adhésif qui est devenu le scotch pour tout le monde. Le Kleenex. Ou le Kleenex, ou la fermeture éclair, ou des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Et bah voilà, le meeple, c'est un peu pareil, c'est devenu un truc, donc une appellation qu'on donne à plein de choses qui sont autour du milieu du jeu, alors qu'à la base c'était un... Et avec tous les dérivés, puisque notamment avec la question de est-ce que les meeple animaux sont des meeple, ou est-ce que ce sont il y en a qui proposaient des animal. Des animal, ouais. Sauf que ça marche pas, puisque ça devrait être my animal, donc des manimal, mais c'est pas terrible. Donc
Donc voilà, c'est dans les trucs que seuls les gamers se posent, des questions que seuls les gamers se posent. Très important. Mais ma foi, c'est très important. Il faut avoir ce genre de truc. Et du coup, tu parles de la première utilisation. Alors, première utilisation en tout cas qui a amené au dérivé du Meeple. Et il y a autre chose qui est devenue très très commun dans les jeux de société, et notamment pour le Château Blanc, qui sont les extensions. On entend toujours, ah ouais, mais tel jeu avec ses milliers d'extensions, Carcassonne, qui en a, je sais pas combien, mais un bon paquet. Ma soeur les avait quasiment toutes à l'époque. Il y en a plus d'une dizaine. Non, je crois qu'il y en a une dizaine en France, qui ont été traduites en France, mais en Allemagne, c'est énorme, il y en a une vingtaine. Et savez-vous quel est le premier jeu qui a été à utiliser le principe de l'extension? C'est un jeu qui s'appelle Cosmic Encounters, qui a été créé dans les années 70, en 77, si ma mémoire est bonne, et qui mettait en scène plusieurs races extraterrestres qui essayaient de se développer à travers le cosmos. Et la première boîte contenait 6 races différentes, et le jeu a plutôt bien fonctionné. Ça a commencé à se distribuer vraiment dans les années 80. Et ils ont décidé de rajouter au fur et à mesure qu'ils rééditaient le jeu des nouvelles races, des nouvelles façons de... Non, la façon de jouer était toujours plus ou moins la même, mais ça rajoutait des nouvelles races, des nouvelles façons d'y marquer des points, et à tel point que donc en 2008, c'est Fantasy Flight Games qui a racheté la licence et le droit d'exploitation, et on était passé de 6 races à plus de 50 races différentes, donc de quoi quand même pas mal s'amuser, voilà. Et de nos jours, je sais pas à combien on en est, mais en bon petit paquet, et voilà. Et donc c'est ce jeu qu'on peut remercier pour cette mode de l'extension. Après, reste à savoir, on va lancer le débat avec Fiona de est-ce qu'une extension peut être considérée comme indispensable à un jeu. Moi, j'aime bien les extensions qui sont des stand-alone. Ouais, mais là, c'est complètement différent. C'est pas... des vaches, c'est pas complètement différent. Le principe de quelque chose que tu peux rajouter à ton jeu, mais qui peut également jouer seul, et potentiellement donner un autre jeu. Mais justement, moi, je considérerais pas ça comme une extension. Pour moi, vraiment, quand on demande est-ce qu'une extension est indispensable, c'est une extension qui nécessite le jeu de base et qui va rajouter quelque chose. Tu vois, par exemple, Dune Imperium, moi, je préfère y jouer avec l'Ascension d'X. T'as vu, il y avait une nouvelle extension qui allait sortir d'ailleurs. Oui, qui est adaptée pour l'ancien jeu et le nouveau jeu, mais quand même plus pour le nouveau jeu parce qu'il faut faire de l'argent. ou l'extension Matcha pour Château Blanc. Franchement, ça rajoute de la confidence, c'est vraiment trop bien. C'était top, ouais, on avait adoré. Donc voilà, les extensions indispensables ou pas, peut-être l'objet d'une future vidéo aussi. On prend des notes. Oui, voilà, je pense qu'il faut voir le cas individuellement. Il y a des extensions que je trouve indispensables. Ouais, mais on pourrait faire justement le top 10 des meilleures extensions. Alors, il y a meilleures, et par exemple, tu prends Planet Unknown. Dans l'extension, donc tu vas pouvoir faire plein de trucs qui sont cool, rajouter des planètes à un joueur, etc. Mais surtout, il y a un couvercle pour fermer ta boîte. Je sais pas si t'as déjà joué à Planet Unknown en réel. Non. Bon, et tu vois ton plateau à fromage là, le Suzanne. Le Lazy Suzanne. Voilà, c'est ça. Et le Suzanne, il se ferme pas, il y a pas de petit couvercle. Donc tu le mets dans ta boîte, là, t'en as partout, c'est terrible. Pas pratique. Et donc dans l'extension, ils ont sorti un couvercle. Et t'es là genre, c'est indispensable, mais ça aurait dû être dans la boîte de base. Un peu pareil pour Terraforming Mars, avec les plateaux doublés. Les petits plateaux en carton sur lesquels, à un moment, si t'es comme moi un petit peu maladroit ou que t'as un mouvement inopiné, du coup, je sais plus ce que j'avais comme ressource, c'est partout, il y en a partout. C'est ça. Là, ils avaient les petits doubles trucs, c'est quand même. Mais ça, je pense aussi que c'est l'évolution du. Alors pour le Lady Suzanne, je trouve qu'ils ont pas d'excuses. Pour le Terraforming Mars, à la limite, tu peux dire, ils avaient pas pensé que ça allait cartonner à ce point-là, et du coup, ils ont fait des trucs, et puis après, ils se sont rendus compte après coup que oui, c'est quand même indispensable. Tu fais une réédition dans ces cas-là. Ouais, mais bon, après ça fait râler aussi les gens. Alors tu vends des plateaux à côté, encore plus cher. Aussi. Là non, parce que là c'était dans une extension qui a rajouté des trucs supplémentaires, donc c'était pas juste te les acheter dans le carton. Le plateau? Les plateaux. Non. Si, les plateaux tu les achètes. Pour Planet Unknown ou pour non, mais alors les plateaux. Non, pardon, je parle pour tu peux peut-être les avoir maintenant à part, mais il y a une extension dans laquelle ils étaient. Ok. Moi je sais qu'on les vend à part à la boutique. D'accord. On les vend directement. Ça se de l'argent. Voilà. Moi j'ai encore un petit truc. T'as fini? Oui, moi c'était bon pour les extensions. Ça marche. Nous, de quoi on avait envie de parler aussi de la boîte Libellude, que vous connaissez sûrement. C'est un gars qui s'appelle Régis Bonnecé, qui a créé en 2008 une boîte qui s'appelle Libellude, et il l'a créée pour pouvoir éditer le jeu Dixit, auquel vous avez probablement déjà joué, qui fait également partie des bangers indispensables et des trucs qui sont restés dans le paysage ludique et qui resteront quelques années, exactement. Et à partir de Libellude, après, ils ont décliné plein d'autres jeux, le Mysterium, le Stella, qui sont des jeux que moi je trouve incroyables. Enfin, moi j'aime beaucoup ce type de jeu. Ils ont sorti un certain nombre de bangers, faut les reconnaître. C'est de la communication réduite, basée sur du ressenti, grosso modo, c'est ça. Mais ceci dit, leur nom seul suffit à porter un jeu, on l'a vu avec Harmonise. Je pense que si Harmonise n'avait pas été porté par Libellude,
les gens n'auraient pas, quand Peut-être. au Festival de Cannes, pardon, au Festival de Cannes de l'an dernier, les gens parlaient de Harmonies, ils disaient c'est le prochain Libellule. Ils disaient pas, c'est voilà la force aussi de la maison d'édition par rapport à un auteur Ça avec quoi je suis aussi. moins d'accord parce que. Enfin, tu veux dire que ce serait le prochain Dixit? C'est ce que tu voulais dire? Non, juste il disait c'est Ah, le ce nouveau sera. Libellule, c'est la D'accord, j'ai nouvelle compris. créée par Libellule. Tout comme à une époque on disait c'est le nouveau Days of Wonder quand Days of Wonder était au sommet Ok. et on se disait ok ils ont fait tel et tel jeu, gage de qualité. Ouais, ok. Et donc cette personne formidable qui est Régis Bonnecey, après lui, il a en tant qu'auteur et éditeur, il a créé Diceforge, qui est absolument merveilleux et qui apporte quelque chose de nouveau, encore une fois, au paysage ludique, de te dire ah j'ai des dés, il y a beaucoup de hasard dans les dés, ouais mais je vais pouvoir les forger, je vais pouvoir mettre des faces sur mes dés et comme ça quand je vais le lancer, bah après j'aurai quand même un impact sur ce que j'ai fait de mes dés. C'est marrant d'ailleurs parce que comment le deck building a explosé depuis Dominion et compagnie. Par contre, le dice forging, c'est une mécanique, j'ai l'impression que j'ai vu ça que dans Dice Forge. Et je trouve que Je l'ai pourtant, pas vu non plus, l'évolution, je connais pas autre part. des jeux basés sur l'évolution des dés, pourtant, ça pourrait être intéressant. À part une sorte de, bah voilà, tu pourrais appeler ça du Dice Forging. Et Est-ce que c'est le principe de devoir défaire son dé qui était pas toujours évident peut-être, et mais dans ce cas, refaire. tu achètes des évolutions du dé. Ouais, je suis Un d'accord. dé avec 2 au lieu d'avoir un seul 1. Enfin, Et ben voilà, si jamais vous avez envie de concept, créer un ouais. jeu, Non, 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 faites du non, non, dice non, non, forging. non, 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 laissez-nous faire. Laissez faire. Attends. Oubliez ce que je viens de dire. Et donc, il donc, s'est Régis pas arrêté Bonnecey. là, Régis Bonnecey. Et non, ça Il a serait trop créé simple. récemment, l'an dernier, je crois, une boîte qui s'appelle Equinox. Et dans Equinox, ils ont fait du TCG. Ils ont fait un nouveau TCG qui s'appelle Altered. Donc TCG, carte à collectionner, un peu comme du Pokémon. Sauf que là, Altered, moi qui suis pas une grande fan de TCG, enfin moi c'est vraiment jeu de société à fond, bah, je trouve qu'on retrouve vraiment la patte du jeu de société Altered. dans Altered, parce qu'en fait on fait pas la bagarre, alors que dans tous les TCG on fait la bagarre. Genre, tu prends ta princesse Cendrillon, tu la fais battre contre Mickey, c'est du Lorcana, et bon voilà, ça fait la bagarre en permanence. Alors que dans Altered, c'est une course. C'est-à-dire que le but c'est de faire rejoindre deux petits personnages qui sont à toi, et en fait on va se bagarrer pour de la majorité, pour pouvoir réussir à avancer et faire en sorte que ces personnages se rejoignent en premier. Et ben je trouve ça très original dans le monde du jeu de TCG. Très original. Et ils avaient discuté du fait de le nommer aux As d'or. Et en fait, parce c'est compliqué. que nommer une TCG aux As d'or, c'est pas inintéressant. Et je crois que l'an prochain, Bah, il se peut que ce soit fait. bah, Mais ça a déjà été fait. Hein. oui, c'est déjà été fait. Tu sais quel jeu a remporté l'As d'or? Magic. Bah oui. Bah oui. Magic, l'ancêtre des TCG. C'est ça. Et donc pourquoi pas refaire ça? Et le problème de Altered, c'est qu'il n'y a pas marqué le nom d'un auteur sur la boîte. Non, et voilà, donc pas éligible. Parce que, ouais, les mécaniques Mais ils de ont jeu. réfléchi. Hein. Ben, en fait, t'as la mécanique de jeu, et puis après, t'as tout le côté aussi visuel, artistique, etc. Et c'est compliqué. Je sais pas, pour des raisons de droit, j'imagine que ça va être un petit peu compliqué à faire. Après, pour des raisons de j'essaie de choper un As d'or, ça va Oui. peut-être pu être pas mal de mettre un nom dessus, quoi. Oui, certes. Mais bon, après, tous les trucs légaux que ça peut... Que ça, j'y connais rien. Ah, moi non plus, hein, mais si on, non, mais si on y Ouais, connaissait, mais si on y pardon. connaissait quelque chose, ça se saurait, hein, ça ne m'empêche pas de parler. Hein. Et voilà, bah, du coup, on a à peu près fait le tour. Alors, on a une 10e anecdote parce qu'il fallait faire un top 10 parce que sinon, pour l'algorithme de YouTube, ça marchait moins bien. Mais bah, on voulait mettre en avant le travail on a pas mal mis en avant le travail des auteurs et là de mettre en avant le travail d'un illustrateur qui s'appelle Vincent Dutré, qui est voilà un des grands illustrateurs de jeux de société français. C'est celui qui a fait le plus d'illustrations, je crois, sur les jeux de société. Hein, Vincent Oula. Dutré. Ah ouais, je m'avance. On n'a pas les chiffres, hein, mais il y en a. Pour moi, Vincent Dutré, c'est un des illustrateurs les plus connus de jeux de société. Alors les plus connus, oui, mais ça veut pas dire que c'est celui qui a fait le plus d'illustrations. Ah, revérifier. Il est très connu. Il a effectivement une patte graphique qui est vraiment très reconnaissable. Il met des oiseaux. Alors, pas partout. Figure-toi, je m'étais renseigné. C'est vrai. Et là, justement, ça c'est fake news. Ce n'est pas, il ne met pas des oiseaux partout, mais il en met effectivement très très souvent. Et voilà. Il a fait notamment les boîtes de, on va en citer 2-3, mais enfin, After Us. Il a fait de la nouvelle édition de Eldorado, la poursuite d'Eldorado. Non, c'est pas la poursuite d'Eldorado, juste Eldorado de Rainer Knizia. Il a fait une partie de Unconscious Mind et il a fait aussi notamment Seven Wonders Duel, la version Seigneur des Anneaux. Et à ce sujet-là d'ailleurs, donc puisque visiblement je t'apprends quelque chose, mais les deux personnages sur la petite boîte, ce sont bien sûr, vous les avez reconnus, Eowyn et le Witch King, le roi sorcier d'Angbar, qui sont donc, si vous avez vu le film, hein, non, alors nul homme ne peut me défaire, je ne suis pas un homme. Scène ultra culte. Mika m'a dit, mais évidemment, les gens, évidemment qu'ils vont voir ça sur la boîte, mais pas du tout. Mais, les gens ont du mal à identifier sur la boîte, tout simplement parce que l'illustrateur, en fait, dans une interview, je voyais qu'il disait que lui, il n'avait pas regardé les films, il s'était pas du tout basé sur les films pour faire ses illustrations. Très bonne chose. Je suis d'accord.
Et du coup, les illustrations ne ressemblent pas à ce que tu vois dans les films. C'est sur quoi les gens se basent pour mettre des images sur leur... Alors, oui et non, il y a quand même deux trucs que je me donnerais. Alors, il n'a pas vu les films, certes, Oui. mais je pense qu'il s'est quand même inspiré. Il y a deux illustrateurs très connus qui ont vraiment fait énormément de travail sur Tolkien, dont un certain Alan Lee, j'ai oublié le nom du deuxième, mais voilà, et qui ont inspiré le film, et qui sont les images qu'on a en tête quand on pense au Seigneur des Anneaux, et je pense qu'ils s'en ont inspiré quand même, parce que très clairement, que ce soit la masse d'armes ou l'armure, c'est clairement celle du roi sorcier, et en plus, je rajouterais que là, alors, il y en a beaucoup qui ont pensé que qui ont dit que c'était un elfe, Oui. mais pour moi, dès que j'ai vu, c'est une femme. J'adore Tolkien, mais il faut reconnaître que le personnage féminin dans Le Seigneur des Anneaux ou même dans son univers, il y en a pas des masses. Et donc, du coup, en c'est l'occurrence, intéressant de la c'est retrouver là. forcément Éowyn, et forcément, si c'est Éowyn, ça peut être que le roi sorcier, puisque c'est les deux qui sont un petit peu associés suite à cette fameuse scène. Dans celui-là, il s'est pas inspiré. Là, c'est la ville de Minas Tirith, c'est quand même exactement telle qu'elle apparaît dans le film. Et l'autre petit détail qui prouve que cet homme est un génie, c'est que il avait planqué plein de petits détails dedans, et notamment sur les cartes rouges, donc les cartes rouges qui sont des cartes bagarres, et qui prises individuellement sont déjà magnifiques, mais si on réunit toutes les cartes bagarres, ça forme une grande fresque picturale. C'est trop beau. Attends, je vais t'aider. Ouais, parce que là, j'arrive pas. Voilà. Hop, un peu les deux pièces d'un puzzle. Décidément, ça nous poursuit aujourd'hui. Je sais pas, ça et marche c'est pas. non, c'est pas grave. Les gens auront compris. Voilà. Et donc voilà, du travail de création, et ce qui montre aussi qu'un illustrateur peut apporter vraiment au-delà d'une patte, mais vraiment un aspect créatif important, et que c'est important qu'il faut garder des illustrateurs et ne pas passer, par exemple, au hasard, par l'intelligence artificielle. Ah, ça plaît pas aux gens. Ah bah non, ça plaît pas aux gens, je peux comprendre. Hein. Bah, malgré la réduction du prix d'une boîte, franchement, je vois en boutique, les gens, ils ont un hic complet là-dessus. Et Mais on va pas partir là-dessus, parce que ça, après la vidéo va durer une heure, mais ouais, je pense que c'est quand même, encore une fois, important de mettre en avant la créativité humaine. Et voilà, du coup, on est arrivé à 10, et j'espère que, effectivement, comme promis, la 7e vous a surprise. La 7e, c'était celle sur Carcassonne. Oui. Sur le meeple. Est-ce que vous avez appris des choses sur le meeple? On l'espère. Et puis, bah, du coup, encore une fois, si on a dit des bêtises, si on vous a appris des trucs, si on a oublié des anecdotes qui vous paraissent si vous en avez, moi, je suis voilà. très preneuse. Exactement. Vraiment. Laissez-nous tout ça en commentaire, parce que, ouais, il y en a peut-être 5-6 quand même qu'on n'a pas mises parce qu'elles étaient extrêmement spécifiques, ou parce que on n'a pas réussi à les vérifier, voilà. Mais bon, le monde du jeu est un monde assez vaste, et du coup, c'est intéressant de voir toutes les petites anecdotes et tous les petits faits qui vont humaniser encore un peu plus la chose, et qui vont rendre le truc beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Elle a été courte, celle-là, hein. Je pense qu'on doit être à peu près 20 minutes. On se retrouve, j'espère, avant dans 2 mois, mais on verra bien. Et puis du coup, est-ce que vous voulez qu'on parle de cinéma? Est-ce que vous voulez qu'on parle des autres extensions? À vous de nous le dire, et puis sinon, on va ou d'autres trucs, hein. Voilà. Si jamais vous vous dites sur la sphère de YouTube, le dit qu'il manque des trucs. Faites-vous. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont déjà faits. Faites votre travail à notre place, ce sera pas mal. Ouais. Sinon, on arrivera à trouver un truc. Et donc voilà, du coup, on se revoit bientôt, et d'ici là, amusez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Bye.